Allez, on va commencer. On va commencer. Comme ça, on aura un peu plus de temps pour des questions et peut-être des réponses. Ouais, je sais pas. Ok. Ouais, Gégé. Ouais, promis, je vais bien prononcer. Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette... en plus, on me prend en photo, donc super. Merci. Bienvenue pour cette session, cette petite table ronde autour du nouveau règlement machine. Alors, c'est vrai que je me suis posé la question, on dit bien nouveau, parce qu'il y en a quand même un, il y en avait un avant. Non, avant c'était une directive et on est passé au nouveau règlement. Ah ouais, il faut qu'ils mettent... Ouais, Pardon. Non, c'est bien un règlement. En fait, on est passé de la directive au règlement. Vous entendez toujours pas? Si, c'est bon. Oui. On est passé au nouveau règlement et en fait pour se mettre en accord avec ce qu'on appelle le nouveau cadre législatif au niveau européen. Mais sur le fond, c'est le règlement par rapport à la directive. Dans le cadre d'un règlement, il n'y a pas de transposition nationale qui est obligatoire, comme c'est le cas pour les directives. Voilà, donc ça c'est dit, hein, c'est passé du statut directive à règlement à effet immédiat. Parfait. Si, quand même, on va dire ça. Alors, donc, nouveau règlement machine. Qui est, à l'heure actuelle, qui est au courant de ce nouveau règlement machine? Qui en a déjà entendu parler? Ouais, plus ou moins. Donc, pour les autres, vous avez bien fait de venir parce qu'on va essayer de vous expliquer tout ça. Alors, nouveau règlement machine, bien sûr, ça s'adresse aux machines spéciales, aux machines tout court, si on peut dire ça. Alors, de quoi on va parler pendant ces 3 quarts d'heure? Tout simplement, déjà, une présentation de la part de nos deux Superman de la réglementation, enfin en tout cas de ce nouveau règlement, un peu ce qu'il y a derrière ce nouveau règlement machine, quelles sont effectivement les nouveautés, en quoi ça va engager effectivement les fabricants de machines, les fournisseurs de machines, les intégrateurs de machines. Et puis l'objectif aussi de cette petite table ronde, c'est d'apporter un regard, ou en tout cas un éclairage peut-être un peu plus soutenu sur le volet cybersécurité qui fait quand même couler beaucoup d'encre, qui interroge beaucoup, ne serait-ce que ce matin, dans les allées, quand j'ai été de l'autre côté, discuter avec des fabricants de robots et autres, qui commencent à découvrir ce nouveau règlement machine, s'interrogent beaucoup sur mais c'est quoi la cybersécurité là-dedans? Qu'est-ce que la cybersécurité a à avoir dans ce nouveau règlement? Et puis, autre point, non moindre, c'est effectivement l'articulation de ce nouveau règlement avec la NIS 2 et peut-être le CRA. Et puis un sujet dont on n'aborde pas beaucoup, c'est très bien. Là, on a Socotec, organisme de notification, et ça se mesure comment tout ça? C'est pas évident. Donc voilà, donc c'est tous ces points-là qu'on va aborder avec nos deux stars ou Superman du moment. Donc on va commencer par Sylvain Acoulon du CETIM qui va rapidement se présenter, et puis je donnerai après la parole à Oui, notre deuxième bonjour à Superman. tous. Donc, je m'appelle Sylvain Acoulon et je travaille au CETIM en tant que consultant sécurité. Donc à ce titre, j'accompagne les entreprises à intégrer correctement la sécurité en conception dans leurs machines. Bruno, la parole est à toi. Bruno Guégé, moi je suis le responsable technique national chez Socotec. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la conformité machine. Et bon, je suis pas né au moment de la directive machine. Vous savez qu'on a fêté cette année les 25 ans, hein, donc c'est une directive qui est quand même assez ancienne dans le fond. Alors mon rôle, moi, c'est bien sûr d'accompagner les entreprises, tant les utilisateurs que les fabricants, dans ce domaine-là. Donc moi, je pilote l'ensemble des activités de Socotec, tant en tant que organisme compétent, organisme accrédité pour les vérifications sur demande de l'inspection du travail et organisme notifié pour les vérifications dites de machines dangereuses. Merci beaucoup. Je vais rapidement me présenter. Jean-Christophe Marpeau, référent national cybersécurité au niveau de Captronic. Je serai le gentil animateur de cette session, en espérant ne pas dire trop de bêtises, un peu le timekeeper, le gardien du temps. Et puis, je viendrai à un moment vous voir pour vous pousser à poser des questions, et j'espère qu'il va y en avoir. Voilà. Alors, premier point, on commence toujours par ça. Hier, on a aussi des tables rondes sur la gestion des accès sur des machines. Donc, c'était aussi un sujet intéressant. Et avant, on a parlé d'analyse de risque. En tant que CETIM ou Socotec, quel est le constat que vous pouvez faire
sur effectivement ce nouveau règlement machine, constat en matière d'impact, et pourquoi ce nouveau règlement machine, à quoi il va servir, et quelque part, est-ce qu'il y avait un intérêt de mettre en place ce nouveau règlement. Donc je ne sais pas, qui commence cette team? Alors, le nouveau règlement machine, tu as dit tout à l'heure, suite de la directive. Ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement machine a simplement intégré des nouveautés qui sont notamment, enfin dans les principales nouveautés, on va retrouver l'IA et la cybersécurité, un petit peu de choses aussi sur la mobilité, tout ce qui est véhicule autonome mobile. Et donc ce fameux règlement qui arrive avec application le 20 janvier 2027 pour tous les fabricants de machines, va amener les fabricants de machines à se poser des questions sur ces deux items, IA, cybersécurité. Ce que je peux dire, c'est que la grande nouveauté dans le règlement, et pour avoir participé un peu à travers la FIM, la Fédération des industries de la mécanique, à l'écriture de ce document en amont, il était question que la cybersécurité n'apparaisse pas, puis elle est revenue, puis elle est repartie, puis elle est revenue. Alors pourquoi elle ne devait pas apparaître dans le document? C'est très simple, c'est parce que la directive actuelle, donc la directive machine, qui s'adresse justement à garantir la sécurité et la santé de tous ceux qui vont utiliser une machine, prenait en considération un certain nombre de risques, mais toujours avec ce qu'on appelle du raisonnablement prévisible. Par exemple, qu'un opérateur ait un acte réflexe, la loi du moindre effort, le fait de pouvoir oublier s'il y a justement une forte pression intellectuelle à effectuer le travail. Donc tout était dans ce cadre-là, mais à aucun moment elle n'aborde le caractère malveillant. Et l'axe cyber est un caractère malveillant. Donc c'est pour ça qu'au départ, ils avaient botté en touche en disant l'acte malveillant ne le prend pas en considération en directive actuelle, mais le nouveau règlement le prendra en considération parce que la menace cyber est réelle et qu'il fallait dire quelque chose. Donc un des enjeux de ce nouveau règlement, c'est la prise en compte justement des actes malveillants, surtout par ces actes de cyberattaque. Voilà. Bruno? Oui, alors je vais compléter ce qu'a dit Sylvain. Le nouveau règlement, déjà, c'est une évolution de la directive machine. Ça va ne pas être une révolution. Ça va intégrer de nouvelles exigences qui ont été citées par Sylvain. Mais en tout état de cause, ça ne va pas révolutionner l'aspect, le fonctionnement de comment on doit concevoir une machine. Tout va se baser sur une analyse de risque. Ça, on y reviendra. Derrière, ce qu'a dit Sylvain aussi, derrière, il y a le règlement Cyber Resilience Act, le CRA, qui va venir aussi. Et la directive machine, quand elle a été pensée dans le cadre de ce passage au nouveau règlement, effectivement, les deux règlements devaient être publiés concomitamment et ça n'a pas été le cas. Donc, et c'est pour ça que dans le terme de la directive du nouveau règlement, on ne voit pas le terme on voit le terme corruption des machines, qui est un peu plus large que le terme qui est dans le Cyber Resilience Act. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, il va falloir se poser des questions pour lesquelles on ne s'était pas posé des questions auparavant, en fait. Donc là, j'ai accès à des données. Est-ce que ça va créer, et là où il va y avoir quelque chose de complémentaire au Cyber Resilience Act, c'est spécifiquement pour la santé et la sécurité des personnes. Donc la directive, le nouveau règlement, il se porte que pour la santé et sécurité des personnes, pas des données. Si les données elles sont falsifiées, mais que ça n'a aucun impact pour la santé et sécurité, ben en gros, le nouveau règlement machine, on ne s'en intéresse pas. Ce qui n'empêche que globalement, il faudra quand même en prendre en considération, parce que si demain vous fabriquez des pièces et puis qu'un des paramètres de vos pièces est modifié parce que vous avez eu un acte malveillant, effectivement, ça n'aura pas d'impact sur la sécurité, mais sur vos produits finaux, et à mon avis, ça va poser un problème. Surtout qu'il faut peut-être raisonner pas uniquement en termes de règlement machine, mais de CRA, où là, effectivement, la notion d'intégrité des données, dans le cadre du CRA, est une priorité. Intégrité, confidentialité et disponibilité des données, ça fait partie des éléments de base du CRA. Donc, pour l'instant, si on couple règlement machine et CRA, effectivement, on couvre un large spectre. Je vais leur poser une question, je ne les avais pas prévue, mais je vais leur poser une petite question, puisque Sylvain en a parlé. Sûreté de fonctionnement, est-ce que c'est suffisant ou pas? Parce que
on fait tous de la sûreté de fonctionnement et ça fait partie intégrante de l'ancien règlement machine, la notion de sûreté de fonctionnement. Est-ce que la sûreté de fonctionnement est un moyen de gérer le problème de cybersécurité? Alors ça va passer par là, mais c'est un petit peu différent. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, lorsque vous avez un accès à distance sur une machine, vous pouvez faire un accès à distance, demander un accès à distance, par exemple, pour résorber un problème. Au moment où vous allez demander cet accès à distance, pour pouvoir garantir la sécurité sur place, vous allez demander par exemple à un opérateur d'être près de la machine et de valider l'ensemble des opérations qui vont être effectuées sur cette machine pour valider qu'il n'y a pas de problème sur la sécurité. Donc ça va être sur un moment très précis. Et cette sûreté, comme tu le dis, elle passe par ce qu'on appelle des fonctions de sécurité après dans la machine. Mais à cet instant T, il va se passer un certain nombre de choses et la personne sur place sera garante de la sécurité. Or, le problème justement de l'acte cyber ou de la cyberattaque, c'est que la cyberattaque peut avoir lieu à ce moment-là, ne pas créer d'effet à ce moment-là et se réveiller beaucoup plus tard. À un moment donné, il n'y aura plus personne pour pouvoir constater ou pour pouvoir valider. Donc la grosse différence, elle est là. Et même si ça passe par les fonctions de sécurité, il va y avoir justement une norme qui va venir en appui pour vérifier ça. On en parlera tout à l'heure. Tu veux commenter Oui, alors après pour répondre, enfin aller un peu plus loin que Sylvain, c'est des éléments en fait que l'on ne prenait pas en considération dans le cadre de la directive machine. C'est-à-dire qu'avant, on avait des accès protégés par clé, plus ou moins, ou des accès par mot de passe. On pouvait mettre des clés USB sur les machines. Pour nous, spécialistes de la conformité, on disait oui, mais c'est un accès sur lequel, en fait, c'est que le personnel de maintenance qui a accès et on ne gérait pas ces portes d'entrée. Et c'est là où, avec l'évolution du nouveau règlement, il va falloir qu'on regarde l'ensemble de ces portes d'entrée en se posant la question, est-ce que ces portes d'entrée, elles ont un impact sur la sécurité des personnes ? Je prends un paramètre tout simple, j'ai un moteur avec un variateur de vitesse, j'ai des consignes qui sont données sur ce moteur. À l'origine, pour moi, ce n'était pas une fonction de sécurité. J'allais de 0 à 10, c'est bon. Mais si demain, il y a quelqu'un qui met 200% sur ce moteur, du variateur, enfin en termes de consigne, je vais générer un risque. Et donc, toutes ces questions qui n'étaient pas forcément posées au départ, demain, il va falloir se les poser. Donc, face à ce constat, on fait quoi? On démarre par quoi? Je pense que c'est la question que vous posez tous. Ok, très bien, il y a ce nouveau règlement, les beaux conseils, mais je commence par quoi? Je fais quoi? Comme dans tout produit, on va dire, que ce soit machine ou autre produit soumis à une réglementation européenne, le démarrage, c'est l'analyse de risque. L'analyse de risque, donc elle va être là, elle va se découler en deux phases. On va avoir mon analyse de risque, effectivement, avec l'ensemble de mes portes d'entrée que je vais avoir. Est-ce que cette analyse de risque, qui va être un peu tout ce qu'on va appeler les cybermenaces, elles vont avoir un impact sur mon analyse de risque classique que je peux faire par rapport à ma norme ISO 12100 qui, elle, me définit un certain nombre de phénomènes dangereux que je n'avais pas pris en considération. Et donc, où la cybercorruption, enfin les menaces n'étaient pas prises en considération. Donc l'étape 1, c'est l'analyse de risque. Et l'étape 2, c'est la mise en place de solutions techniques pour y répondre. Donc ça va passer par des composants, ça va passer justement par des niveaux de sécurité à fixer après par rapport à ces cybermenaces, comme on le fait déjà avec des fonctions de sécurité. On définit un risque et en fonction de ce risque, on définit des niveaux de sécurité à mettre en place. Et tout ça, ça va être la mise en place de composants qui vont avoir un certain niveau. Mais je pense que fondamentalement, il faut aussi, en tant que fabricant de machines, se poser des vraies questions autour de ça. Alors, pourquoi j'entends ça? C'est parce que la cyber, c'est particulier parce qu'il y a une imbrication de différents éléments ou de différents, on va dire,
interlocuteur dans la boucle entre le fabricant de composants, le fabricant de machines et l'utilisateur. L'utilisateur a une grande importance, comme vient de le dire Bruno. Si on met des protections par mot de passe, mais que tout le monde est au courant du mot de passe, si on met des accès, mais que tous les accès sont libres, le composant, il aura beau être super sécurisé, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, il y a bien aussi une démarche à avoir au niveau du fabricant, de prévoir des accès limités, de peut-être fermer des ports lorsqu'on n'en a plus besoin après la mise en service, d'avoir toute une action comme ça et de transférer cette information à l'utilisateur pour que la pérennité de la solution soit mise en place. Okay. Juste par rapport à cette analyse de risque, bien sûr, on parle de l'analyse de risque. Alors, je pense qu'il y a une démarche spécifique de l'analyse de risque sur les machines qui existe depuis longtemps. Quand on fait de la cyber, on a ceux qui étaient là hier, il y a eu effectivement une table ronde autour de l'analyse des risques où on a beaucoup abordé la méthode EBIOS qui est beaucoup plus spécifique à la cybersécurité. Ça veut dire qu'il va falloir faire 2 analyses de risque, une analyse de risque orientée sûreté de fonctionnement et une deuxième orientée cyber. Tout à fait. On va devoir coupler les 2 analyses de risque avec des interférences entre les deux, bien sûr. Donc la méthode EBIOS que tu cites, effectivement, c'est une méthode générale, mais qui pourrait s'appliquer aux produits. Actuellement, au niveau il y a une réflexion, d'ailleurs un mandat qui a été délégué au niveau du Sénélec pour établir une norme harmonisée de type B qui permettra justement de faire cette analyse. Donc c'est en cours de travail là. Tout à fait bon. Préciser type B, ça veut dire applicable à tout type de machine pour ceux qui ne sont pas sensibilisés aux normes. Donc ça veut dire que dès que vous aurez un besoin, vous pourrez aller piocher dedans pour pouvoir vérifier que la mise en place de votre cybersécurité est conforme à ce qui est demandé dans le règlement machine. Je pense que ça a été rappelé tout à l'heure et peut-être qu'on peut le rappeler. Il y a plusieurs finalement textes, directives, règlements qui vont s'appliquer en cybersécurité. Tout à l'heure, tu as cité le CRA. Il va y avoir aussi une directive NIS 2. Tout ça, ça vient s'ajouter un petit peu à la queue leu-leu. Mais ce qui concerne vraiment le fabricant machine, santé et sécurité, ça sera le nouveau règlement qui va le fixer. Qui va s'appuyer sur une norme. Et qui va pouvoir s'appuyer sur une norme dite harmonisée. Donc une norme harmonisée, pour info, c'est une norme qui permet justement, lorsqu'on la respecte, de respecter l'ensemble des exigences demandées, en l'occurrence par le règlement machine, et donc faciliter le travail d'un fabricant, d'un concepteur d'équipement. Si on veut faire un petit focus sur ce projet de norme, le PREN 5742, il va se baser sur des normes plus ou moins process qui sont déjà existantes, les IEC 62443. Voilà, donc c'est pas, voilà, pour les gens qui sont dans le process, ça va pas leur amener des nouveautés profondes. Je rappelle, pour ceux est-ce que vous connaissez tous l'IEC 62443? C'est un peu la mère ou le père de toutes les normes en matière de cybersécurité. C'est un peu la référence puisque c'est la seule au niveau international qui fait le lien entre la sûreté de fonctionnement et la 27000, donc la partie IT. C'est la norme qui permet, en tout cas qui donne tous les éléments pour faire ce qu'on appelle la convergence IT-IT. C'est un peu la base. En tout cas, je pense que le Sénélec, effectivement, s'appuie sur cette norme qui est mondialement utilisée chez les grands groupes et qui sert de référence, effectivement, à l'établissement des normes. On a eu l'exemple, pour ceux qui sont un petit peu habitués de la réglementation, notamment pour les gens qui font de l'IoT. Il y a eu, au 1er août 2025, la mise en place du volet cyber au niveau des IoT à travers la directive RID, article 3 de la directive RID. Une norme est sortie européenne qu'on appelle l'EN 18031, mais qui s'appuie en fin de compte fondamentalement sur un certain nombre d'exigences issues de la 62443 pour des applications industrielles et la 33845 qui est une autre norme ETSI pour les applications grand public. Voilà, il faut savoir quand même qu'au niveau mondial, il y a quand même 2 grosses références en matière de réglementation cyber, l'IEC 62453 pour l'industrie et l'ETSI 33845 pour les produits grand public. Tout le monde a validé ça, quels que soient les organismes des organismes de normalisation. Alors, maintenant j'ai dit un peu ce volet-là avec plein de normes. On connaît, on sait par quoi commencer et ensuite, donc une fois qu'on a fait cette analyse de risque, une fois qu'on a commencé à réfléchir sur effectivement les implications, on fait quoi? Moi je suis fabricant de machines, je suis intégrateur d'équipements, j'ai fait mon analyse de risque, ensuite
Ensuite, bien sûr, c'est comme c'est défini dans les principes généraux de la directive. On essaye de supprimer le risque à la source. Donc là, on essaye d'enlever les connexions des machines, mais sauf qu'actuellement, on veut de plus en plus de machines connectées. Donc ça ne sera pas la réalité. Il faudra quand même qu'elles restent connectées. Une fois qu'on a dit ça, on va essayer de prendre des mesures techniques. Donc la mesure technique, là, globalement, on va prendre... Et là, on va faire le lien avec le règlement Cyber Resilience Act, où là, on va prendre des composants qui auront été eux-mêmes validés au niveau du Cyber Resilience Act, qui sera en application à peu près à la même période. 11 décembre 2027 pour le CRA et 20 janvier 2027. Mais voilà. Et pour la machine. Globalement, d'ores et déjà, les fabricants de composants de sécurité, en tout cas, et ceux qui font les liaisons avec l'externe pour lequel il y aurait de la malveillance, ont déjà pris en considération ces actes-là, ont commencé déjà à prendre en considération. Donc on va essayer d'intégrer un maximum de composants qui auront déjà, déjà prévu ces éléments-là. On fera tout le maximum. Et après, le dernier axe, si on ne peut pas faire par des mesures techniques, il y aura forcément des mesures organisationnelles. Et donc là, ça rebasculera vers, alors pour le fabricant, dans la notice d'instruction, et pour les utilisateurs, de la formation et de l'information des utilisateurs. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que comme tu posais la question, là on retrouve la démarche classique d'intégration de la sécurité dite en 3 étapes. Intrinsèque, protection, information, et on retrouve bien à chaque fois des questions à se poser. C'est vrai que sur le premier axe, c'est vrai qu'on ne peut pas supprimer, mais on peut peut-être limiter ou se poser les bonnes questions de cette limitation dès le départ, avant de vouloir surprotéger ou d'avoir des difficultés à protéger. Quand on prend un parallèle avec les fonctions de sécurité qu'on met un petit peu partout, j'ai envie de dire, selon les besoins, parfois c'est très compliqué à mettre en place. Ce n'est pas si évident de vouloir sursécuriser des choses. Il vaut mieux repartir au départ, se poser les bonnes questions et limiter donc l'occurrence du risque. En l'occurrence, ça sera l'occurrence de la menace, là, plutôt que d'aller vers des systèmes qui seraient très compliqués, très coûteux, finalement, au final. Donc c'est cette démarche-là qu'il faut avoir. Et c'est vrai que l'intégration de la sécurité, selon la directive actuelle et le règlement, nous demande de faire un maximum de choses sur les 2 premiers axes, c'est-à-dire d'avoir cet axe intrinsèque, c'est cet axe de protection, et d'en mettre un minimum vers l'information. Sauf que là, en fonction de tout ce qu'on vient de dire, il va y avoir sans doute beaucoup plus de choses sur la formation et l'information, puisque l'utilisateur lui-même, s'il ouvre lui-même la porte de l'intérieur, on peut pas en vouloir après au fabricant. Donc je pense qu'il y a besoin aussi de transfert d'informations importants du fabricant vers l'utilisateur. Donc tout ce qui règle l'utilisateur, l'ANSSI, qui est quand même l'organisme en France qui est bien au courant de la cybersécurité, a fait des très bons guides qui reprennent un certain nombre d'informations qui seront très utiles pour les utilisateurs. C'est intéressant ce lien vers l'utilisateur, puisque quelque part c'est un peu le cœur des questionnements. Justement, en général, on voit toujours, vous êtes peut-être fabricant de machines ou intégrateur. Moi, j'ai beaucoup de boîtes qui me disent, qui m'appellent, qui me disent, OK, voilà, j'ai mon client qui veut me commander une machine et qui me dit, elle doit respecter des règles de cybersécurité. Je lui dis quoi? Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi une responsabilité ou un travail qui doit être fait par l'utilisateur in fine, pour que lui-même aussi définisse son besoin en matière de cyber? Est-ce que c'est important votre vision là-dessus? Oui, je pense que derrière, comme lors de tout achat de machine, il faut définir un cahier des charges spécifique en disant, voilà, moi je veux pouvoir intervenir sur ma machine à distance, je veux pouvoir faire un certain nombre de choses, ou je veux que le fabricant puisse faire des interventions sur un certain nombre de paramètres, au fabricant avec l'utilisateur de définir ces paramètres, et que ces paramètres, bien sûr, ne soient pas des paramètres de sécurité qui puissent générer des problèmes. Si effectivement le fabricant, lui, il définit des paramètres sur lesquels il peut accéder à distance, qui sont des paramètres de sécurité, ça va être une grosse problématique. Donc là, au fabricant de faire le nécessaire en disant non, là c'est un paramètre essentiel, je ne veux pas qu'il y ait accéder à distance, il faudra forcément que je me déplace physiquement. Mais ça, effectivement, il faut qu'il y ait un cahier des charges fabricant ou utilisateur.
Je pense que tu as raison, c'est surtout un transfert d'informations à donner dès le départ, dans le sens où on retrouve un peu la même chose avec la robotique collaborative, où on va avoir des utilisateurs finaux qui veulent une cellule, on peut rentrer à n'importe quel moment, faire un peu tout ce qu'on veut à l'intérieur. Enfin, j'extrapole. Mais du coup, il y a des contreparties derrière, il y a toujours des contreparties. C'est-à-dire que la sécurité, on va utiliser ce qu'on connaît actuellement et en fonction des dispositifs qu'on peut utiliser, la contrepartie, ce sera peut-être une productivité moindre, des vitesses beaucoup moins grandes, des actions qu'on ne pourra pas réaliser. Donc ça veut dire que dès le départ, il faut avoir ça en tête. Il faut avoir ce dialogue entre justement l'utilisateur final et son cahier des charges qui va demander et les contreparties qui vont devoir être mises à l'intérieur et qui sont fixées par la réglementation. Parfois, il faut peut-être faire un retour en arrière sur les exigences parce que d'un point de vue même fonctionnel ou productivité, est-ce qu'il faut mettre un tel effort à un endroit donné par rapport aux gains reçus dans l'autre sens? Je pense que c'est une vraie discussion dès le départ. Donc, impliquer le end user est fondamental. Alors, je sais que par rapport à la 62K53, elle définit effectivement des niveaux de sécurité, un peu comme la SIL, SL 1, 2, 3, 4. Est-ce que ça doit être pareil? Est-ce que quelque part, cet utilisateur final de la machine ou de l'équipement doit faire ce travail effectivement d'évaluation du risque qui va lui permettre de définir le niveau de sécurité attendu ou pas? Le travail il doit être fait par le fabricant, hein, en premier lieu, vu que c'est lui qui va mettre sur le marché. Donc c'est quand même de sa réflexion sur quels sont les paramètres que je vais mettre en place et quels sont les niveaux de sécurité que je dois atteindre. Sachant, comme l'a dit Sylvain, plus je mets de la sécurité, plus ça coûte cher, plus c'est difficile à entretenir, plus ça a un coût. Donc là aussi, il faut être dans le juste milieu. On l'a vu sur tout ce qui est sécurité ou par rapport à la norme de fiabilité des circuits de commande, hein, la 13849, où il y a des gens, ils nous ont tous dit il faut mettre du double canal, de la redondance avec de l'autocontrôle, sans se poser la réelle question de quel était le risque. Et là, derrière, globalement, quand vous faites ça, vous générez un coût pour l'entreprise aussi et un coût de maintenance. Et là, je reviens sur un petit point quand même particulier, c'est que la directive machine, j'ai dit, elle a 25 ans. L'intégration de la sécurité à la conception, donc c'est quelque chose qui a 25 ans. Pour autant, comment fonctionnent les fabricants actuellement? Ils conçoivent un produit par rapport à un cahier des charges et ils ajoutent la sécurité par-dessus. Et globalement, ça pose des problèmes parce que la maintenance, elle n'est pas intégrée derrière et ils chantent les sécurités de porte ou quoi que ce soit. Là, ça va être pareil. Là, on va être dans la même logique. Il faut qu'on soit dans l'intégrité de la sécurité à la conception. Donc, il faut avoir cette analyse de risque qui permet de dire, parce que là où on va avoir le risque cyber, c'est lors des interventions de maintenance principalement, pas lors des interventions de production, où là, normalement, on a un opérateur qui vient juste lancer les fabrications et rien faire d'autre. Et c'est ces portes-là sur lesquelles il va falloir avoir une attention particulière. Donc ce que tu dis, c'est que pour un intégrateur ou un fabricant de machines spéciales, il va falloir qu'il mette en place effectivement un processus de Secure by Design. Comme on le fait déjà pour des équipements électroniques ou des équipements électroniques embarqués, comme ça se fait aussi sur la partie infrastructure IT, le cœur, c'est le processus de conception sécurisé, ce qu'on appelle le Secure by Design. Donc c'est un changement. Est-ce que vous pensez que c'est un changement dans les pratiques quand même? Est-ce que ça peut révolutionner? En tout cas, ça peut changer beaucoup chez les fabricants de machines ou intégrateurs? Ce n'est pas révolutionnaire dans l'analyse de risque, mais ça change la manière de voir sur les dispositifs de sécurisation. Le fait que l'on puisse atteindre le circuit de commande est déjà actuellement pris en compte dans la directive machine. Dans la directive machine actuelle, tout dysfonctionnement des fonctions de sécurité, mais surtout du circuit de commande qui amène les fonctions de sécurité est pris en considération. Et c'est pour ça qu'on met des fonctions de sécurité en place. C'est parce qu'on le prend en considération. Mais comme je le disais, les mesures vont être un petit peu différentes. Actuellement, on évalue un risque, on met une fonction de sécurité quantifiée, comme le disait Bruno, par rapport à ce risque. Et généralement, c'est réglé, on va dire. Bon, il y a un peu de maintenance derrière, mais c'est réglé. Là, la question est un petit peu différente. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura besoin de plus d'implication au niveau de l'utilisateur final par rapport à ça. Tu as dit un mot important, c'est l'évaluation. Oui, je vais en venir. L'évaluation. À un moment donné, j'ai la machine. Elle est dans l'atelier ou elle sort de l'entreprise. Je m'adresse à mon voisin, mais au CETIM aussi, enfin à Sylvain. À un moment donné, on a besoin de la faire évaluer. Comment on évalue
le volet cyber, en tout cas déjà, on sait évaluer l'élément de sûreté de fonctionnement, ça se mesure, ça se voit, Oui. mais le côté cyber. Le côté cyber, ça va être comme pour le reste de l'ensemble des exigences, hein. On va se baser sur des normes, les normes de conception qui vont nous dire, ben, voilà, par rapport à ce moi fabricant, j'ai défini tel niveau de cybersécurité sur ma machine. Nous, organisme d'inspection, on va arriver et on va essayer de voir si par rapport à l'évaluation qui a été faite par le fabricant, si on n'intervient pas chez le fabricant mais chez l'utilisateur, pour voir si ce niveau il est effectivement en correspondance avec celui qu'a défini le fabricant. Alors on parle, et donc là-dessus, bien sûr, on va se baser sur les normes pour dire, non, le niveau qu'a prévu le fabricant, il est pour nous, organisme d'inspection, on estime qu'il n'est pas satisfaisant. Bon, et donc ça veut dire après des mesures complémentaires, mais ça c'est un autre sujet. Derrière, après, si je reviens un peu sur l'aspect fabricant et évaluation, tout ça. L'évaluation aussi, elle ne peut être faite que dans un cadre où on a toutes les parties prenantes autour de la table. Alors que ce soit l'analyse de risque ou l'évaluation, parce que quand je vais faire une évaluation ou une inspection, j'ai besoin de savoir l'opérateur, comment il agit sur la machine pour comprendre le fonctionnement, mais j'ai aussi besoin de voir l'opérateur de maintenance, pour lui savoir quelles sont les tâches qu'il fait et qui sont essentielles. J'ai besoin de voir peut-être le service achat, comment il gère les achats pour les remplacements des pièces détachées. Vous voyez ? Et là-dessus aussi, nous, en termes d'inspection, on s'attache à voir les opérateurs, mais pas que. On va voir aussi l'ensemble de la chaîne qui va pouvoir intervenir sur la machine. Sylvain ? C'est ça, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup des projets de normes, comme l'a dit Bruno, parce que le projet de normes va justement quantifier un niveau de sécurité qui va être déclaré acceptable, justement, sur une machine donnée avec des risques bien identifiés. Donc c'est pour ça que le fait qu'un projet de normes et notamment harmonisé soit en cours, ce n'est pas anodin, c'est ce qui permet de mettre un niveau. Alors par contre, il faudra toujours différencier ce qui est dans le projet de norme, et bien sûr, on espère la norme harmonisée demain qui définit le minimum acceptable, et tout ce qui serait cahier des charges clients qui pourrait très bien, ça arrive parfois, mettre la barre à un niveau supérieur. Parce qu'on n'est plus du tout dans le même cadre. D'un côté, on est dans le cadre réglementaire santé-sécurité au travail pour la norme harmonisée. Dans l'autre cadre, c'est du contractuel, et donc un client peut très bien demander un niveau supérieur, mais ça ne sera pas la même chose. Et donc la différence entre les deux, c'est qu'un fabricant de machines pourra demander une contrepartie financière dans le deuxième cas, alors que dans la première, il doit intégrer la sécurité. Alors, on parle effectivement de mesures. J'ai une petite question aussi à poser qui est importante parce qu'on connaît le CRA. Il y a un volet dans le CRA qui concerne aussi la gestion des vulnérabilités dans le temps. On parle de maintien en condition opérationnelle et au niveau cyber, c'est la gestion des vulnérabilités. Des idées sur cette notion de gestion de vulnérabilité dans le cadre de ce nouveau règlement machine ? Est-ce que c'est abordé ? Oui et non. Je dirais oui dans la mesure où dès lors que le fabricant va intégrer des composants qui seront eux-mêmes validés au titre du CRA, dans le cas du CRA, le fabricant il doit faire une mise à jour régulière de ses logiciels, tout ça. S'il détecte une vulnérabilité dans son composant qu'il aura lui-même vendu, il devra alerter donc les fabricants qui auront eux-mêmes intégré ces composants, qui eux-mêmes devront prendre les mesures vis-à-vis des utilisateurs qui ont les machines. Donc globalement c'est un tout et derrière c'est comme c'est écrit aussi dans la directive actuelle, hein, le fabricant il doit tenir compte du retour d'expérience qu'il a vis-à-vis des risques et donc là il devra le prendre en considération. Donc globalement on pourra avoir une machine qui va pouvoir évoluer dans le temps comme on a sur nos ordinateurs, hein, quand vous installez des systèmes d'exploitation, vous avez des mises à jour régulières. Là dans vos cadres de vos machines vous aurez des mises à jour régulières aussi. Avec un problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter un process. Des fois, c'est compliqué. Alors, je reviens, après je te donnerai la parole. Justement, cette histoire de gestion de vulnérabilité, est-ce que ça peut impacter le marquage CE ? Ça sera conforme ou pas conforme dès le départ, d'après l'analyse, l'évaluation qui va être faite, justement. Mais après l'apparition de nouvelles vulnérabilités, est-ce que ça pourrait remettre en cause le marquage CE ?
Alors non, ça ne remet pas en cause le marquage CE. Le marquage CE, c'est au moment de la mise sur le marché de la machine. Donc c'est la première mise sur le marché sur le territoire européen. Il n'y a pas de remise en cause directement. Par contre, si on détecte une vulnérabilité, qu'il y a nécessité de faire une modification substantielle, alors là on ne va pas rentrer dans le détail, mais du nouveau règlement, il y aura peut-être nécessité de refaire un nouveau marquage CE. Bon, là-dessus, je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des débats au niveau européen sur cette nouvelle définition qui a été intégrée dans le nouveau règlement. Mais oui, ça peut avoir un impact. Sylvain? Ce que je voulais dire là-dessus, effectivement, c'est vraiment des règles qui vont être fixées au départ par rapport à ça, par rapport à ce qui vient d'être dit. Et on ne remettra pas en cause, mais le principe de l'évaluation, c'est de voir tout ce qui va être mis en place par la suite pour garantir. Il y a une notion déjà dans la directive machine, et Bruno l'a évoqué, c'est le maintien en conformité dans le temps. Et donc le fabricant doit amener des éléments pour dire comment on maintient dans le temps le système. Alors c'est vrai que la particularité, si on regarde aussi aujourd'hui, un composant de sécurité qui est mis en place conformément justement à ce qu'on appelle les règles d'intégration données par le fournisseur, le fabricant il n'a qu'à se conformer à ça. Si le composant est défaillant, on ne tergiverse pas, on le change, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, quoi. Il est défaillant, il doit être changé, c'est tout. C'est vrai qu'il y a des petites notions qui sont différentes quand on regarde un peu les règles cyber en disant continuation de service ou tout ça. En sécurité actuellement, ça ne veut rien dire. Hein. Le composant est défaillant, hop, il a la moindre défaillance, hop, on l'enlève, on en remet un neuf et on repart. Mais on n'accepte pas aujourd'hui que si un composant est défaillant et notamment qu'il gère une sécurité, on va dire, importante, un accès d'une machine, tout ça, de dire oh, c'est pas grave, on sait qu'il est défaillant, mais on va continuer quand même de travailler. Là la responsabilité de l'utilisateur, elle serait C'est vrai qu'en termes de cyber, quand on fait l'analyse de risque, on intègre effectivement ce qu'on appelle le mode de fonctionnement par défaut. Lorsqu'il y a une attaque, on a quand même notamment dans la 62K143, en mode dégradé, ça fait partie des exigences de la 62K143, c'est-à-dire que la chaîne de production subit une attaque ou quelque chose comme ça. Il faut garantir un fonctionnement minimum en mode dégradé, et donc les machines doivent être conçues permettant ce mode de fonctionnement dégradé. Ça reste que peut-être de poser question par rapport aux fonctions de sécurité. Ce mode dégradé est contraire aux fonctions de sécurité. Comment on va gérer ça? On va attendre, hein, vous avez compris, il va falloir attendre la norme. La vraie question, c'est d'être capable d'évaluer qu'est-ce que ça crée sur les fonctions, justement. Ouais, c'est ça. Donc on verra, il va falloir attendre. C'est pour quand la norme? La norme, d'après les travaux qui sont en cours, hein, ils se réunissent une fois par mois, deux jours par mois, ce qui est énorme en termes de temps de réunion. Et là, le projet de norme est établi. Il devait commencer à passer en enquête apparemment en septembre, mais je pense que ça va être repoussé pour janvier. On peut espérer avoir un projet de norme de toute façon pour 2027, parce que là, ça a bien avancé. D'accord, on va attendre 2027. Après, actuellement, il n'y a aucune harmonisation des normes. Hein. Ça, c'est un autre problème. C'est du fait d'un arrêt, de l'arrêt Elliott qui bloque la publication des JOUE. Ouais, pour savoir, dans le cas du CRA, je crois que le CNELEC a identifié 33 normes existantes en termes de cyber et ils sont en train de se demander comment ils vont harmoniser tout ça. Il y a du boulot. On a fait le tour. Je pense que vous avez des questions. Vous avez forcément des questions. Donc c'est le moment des questions et peut-être des réponses. Donc qui se lance? Personne? Si vous avez forcé. Ah, j'en étais sûr. Il en faut un. Merci pour tous ces éclairages. Je me posais une question sur l'intégration avec les matériels existants qui ne sont pas à niveau. Les mises à jour des automates un peu anciens, c'est pas simple. Il va y avoir des frictions là. Comment on va essayer de gérer d'un côté un appareil super sophistiqué, à côté un truc plein de trous et faire quelque chose d'à peu près correct? Vous avez tout à fait raison. Hein. On va devoir gérer la problématique entre des anciens composants et puis des nouveaux composants qui peut-être ne répondront pas aux exigences du nouveau règlement. Alors moi, ma position, en tout cas en tant qu'organisme d'inspection, c'est de dire
globalement, il ne faut pas attendre le nouveau règlement pour commencer à s'habituer à faire des analyses de risque. Il faut déjà prendre son parc machine existant, voir qu'est-ce qu'on a et voir comment on peut faire et voir effectivement parce que la cybermenace, elle ne sera pas, elle est déjà, elle existe déjà dans les entreprises. Après, comment gérer la multiplexité et puis les différents matériels, ben ça va être votre problématique. Hein. Nous, la directive machine gère la machine, mais elle va pas gérer. Elle va gérer aussi les ensembles de machines. Mais alors après, c'est peut-être plutôt cette question-là que vous posez, où j'ai un ensemble de machines où je vais incorporer. Donc j'ai une ancienne machine dans laquelle je vais intégrer une nouvelle machine. Et bien effectivement, on va avoir 2 générations d'équipements. Et donc là, il va falloir gérer cette diversité d'équipements en refaisant une analyse de risque, en disant est-ce que le fait de mettre ces 2 équipements ensemble, ça peut générer un risque de corruption ou pas. Ouais, on peut compléter effectivement. Alors votre question, le règlement machine, c'est la mise sur le marché des machines, donc des machines neuves. Après, par rapport à votre questionnement, on retrouve la même problématique avec les circuits de commande et les fonctions de sécurité sur des anciens systèmes. Alors là, on pourrait renvoyer sur le guide du ministère du Travail des modifications de machines actuelles qui donne déjà des pistes de comment l'intégrer. Alors, pour vous faire simple, il demande de tendre vers les dernières normes, ainsi de suite, lorsqu'on fait des modifications. Mais il ne demande pas de tout changer. Il ne demande pas de dire vous jetez vos vieilles machines et vous refaites tout à neuf. Donc je pense que l'idée va tendre vers ça, avec la même logique, mais gardez en tête que le règlement, c'est pour une machine neuve. Oui, pour compléter ce que vient de dire Sylvain, c'est actuellement le guide d'application du nouveau règlement est en cours de rédaction vis-à-vis de cet objectif lié à ces modifications. En tout cas, c'est une position française qui est plutôt pragmatique de dire attention, voilà, quand on fait une modification, il faut veiller à l'état de l'art et de la technique et prendre en considération le guide qui a été publié en 2019. Une autre question? Ouais, je vous ai noté, vous aussi. Merci. Donc vous dites que pour le moment la norme elle est en cours d'écriture donc au niveau européen. Savez-vous s'il y a des normes similaires à niveau international, donc États-Unis, Asie et autres, qui pourraient compléter ou donc contrecarrer la norme européenne? Alors, non. Alors là, on est dans l'organisation de la fabrication des normes. Là, le Sénélec a un mandat de Bruxelles pour établir la norme dans le cadre du règlement. Donc il n'y aura pas, et au niveau IEC ou ISO, ils n'ont pas le droit de travailler sur quelque chose qui est en cours d'élaboration au niveau européen. Sinon, ça pose des problèmes. Et donc là-dessus, en tout cas les organismes de normalisation, que ce soit l'IEC, le Sénélec ou l'ISO, tout ça, ou le SEN, font très attention à ce qu'il n'y ait pas de 2 normes qui soient réalisées concomitamment sur le même sujet. Hein. Alors, je peux répondre un petit peu. Aux États-Unis, le CISA, en fin de compte, qui est un organisme qui s'occupe de ça, et eux, ils sont appuyés sur l'IEC 62443, qui est devenu effectivement la référence, je crois. Peut-être Vincent, qui vient d'arriver, il connaît bien. C'est le CISA, non? Je sais pas. Donc, en Australie, ils s'appuient sur la 62443. C'est une certitude. Et en Angleterre, le PSTI, en fin de compte, s'appuie, je crois, de mémoire, aussi sur cette norme IEC. En Europe, on fait des choix un peu différents, même si ça restera quand même la base. Mais les fondamentaux tournent, en tout cas pour la partie industrielle, tournent autour de l'IEC 62443. Il y a un volet spécifique, hein, si vous regardez bien. Dans la 62443, il y a un volet matériel, le chapitre 4.1 et 4.2 qui concerne les équipements, et les 3.3 et 3.2 concernent les métiers d'intégration et de maintenance à distance, avec un ensemble d'exigences qui sont spécifiques à ces métiers. Donc, en tout cas, dans les pays anglo-saxons, ils s'appuient sur cette norme-là. Oui, et puis pour compléter ce que disait Bruno, qui est important, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'au niveau européen, la fameuse norme harmonisée, il n'y en aura qu'une. C'est-à-dire que vous pouvez trouver plein d'autres normes en allant chercher je ne sais pas où, on pourrait en trouver. Mais après, si vous n'utilisez pas cette norme dite harmonisée, il va falloir prouver
que vous obtenez le même niveau, les mêmes engagements ou la même protection. Et c'est là où c'est compliqué, parce que si en face d'une norme harmonisée, vous aurez beaucoup de mal à prouver, même si l'autre norme pouvait être mieux, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire mieux, hein, mais il pourrait y avoir autre chose. La difficulté, elle sera toujours opposée à la norme harmonisée. Si j'ai un type de machine à l'heure actuelle et que le fabricant en sort une nouvelle version, est-ce que c'est considéré comme une machine neuve et qui va devoir se mettre en conformité? J'ai pas bien compris. Si j'ai une machine, dans mon industrie et le fabricant en sort une nouvelle version et moi je veux la remplacer, est-ce que c'est considéré comme une machine? Elle est dans l'ancienne, dans le parc. Du coup, elle n'est pas conforme avec le règlement. Donc Alors, la nouvelle version devra-t-elle être conforme avec le règlement? la nouvelle version, elle sera forcément conforme avec le nouveau règlement, dans la mesure où à partir du 20 janvier, elle est mise sur le marché à partir du 20 janvier 2027. Vous n'aurez pas d'obligation de remise en conformité de votre ancienne machine que vous avez déjà installée. Cependant, si dans cette nouvelle version, elle intègre des éléments qui ont trait à la corruption, tout ça, vous avez peut-être tout intérêt à faire évoluer votre ancienne machine pour que, si en plus c'est une machine critique dans votre chaîne de production, parce que vous aurez peut-être intérêt aussi à la faire évoluer. Voilà. Je peux compléter. On a parlé du CRA. Alors, il y a eu pas mal de conférences autour du Cyber Resilience Act. Il y a un point important. Il y a une date très importante dans le cadre du CRA. C'est la date du 11 septembre 2026. Là, je ne sais pas si elle a été choisie pour ça. Mais cette date-là impose, alors pas aux fabricants de machines, mais aux fabricants de sous-ensembles, ils ont jusqu'au 11 septembre 2026 pour faire un état des lieux, des vulnérabilités critiques sur les équipements existants. C'est-à-dire que vous êtes un fournisseur d'automates, un fournisseur d'une carte électronique, d'une carte réseau. Vous avez jusqu'au 11 septembre 2026 pour identifier les vulnérabilités critiques exploitées sur les équipements qui sont déjà en place actuellement. Et vous avez 1 an pour effectuer la remédiation, c'est-à-dire la mise à niveau logiciel de ces vulnérabilités critiques exploitées pour que en 2027, l'ensemble de l'équipement soit conforme. Et il y a cette petite subtilité-là qui concerne le CRA. On est sur du bas niveau, on est sur du matériel. Donc on part du principe que si les vulnérabilités critiques exploitées ont été patchées en 2026, forcément la machine derrière sera entre guillemets un peu plus en conformité. Donc il y a effectivement cet effet de descente et de remontée. Voilà. Ça c'est un point important. Vas-y. Tu veux dire quelque chose? Ah, t'entendais plus. D'autres questions? On a encore 1 minute pour la dernière question. On a répondu? Ah, il me semblait bien qu'il y en avait un. Alors justement, on parlait de gestion des vulnérabilités, mais est-ce qu'il y aura une obligation aussi de la part des fabricants aussi de faire de la veille, d'une part déjà, et d'autre part aussi comment informer les clients de ces vulnérabilités. Donc là, c'est vraiment des choses très opérationnelles. Et ça va être, à mon avis, très compliqué. C'est une bonne question. De la même manière... On n'entend pas. On n'entend pas? C'est bon? Non. Ouais. J'entends pas. C'est peut-être moi. D'accord. Okay, Oui, on m'entend. Ouais, c'est bon. Ok. De la même manière, le fabricant reste en lien aujourd'hui quand même avec les utilisateurs. Par exemple, pour la maintenance, c'est toujours un grand sujet. Peut-être qu'il y aura des canaux différents à mettre en place. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment une problématique. La problématique plutôt du fabricant, c'est de rester bien en lien avec ses fournisseurs à lui et d'avoir toutes les informations, notamment pour savoir si une menace a été à un moment donné détectée sur les composants qu'il a. Après, la transmission, je ne vois pas vraiment de problématique aujourd'hui. Moi, je peux intervenir si tu veux. Moi, je pense que ça va être une très grosse problématique parce qu'un fabricant qui fabrique des machines de série, imaginons, il fabrique des machines de série. Il va vendre peut-être à des revendeurs, et les revendeurs vont revendre les machines. Donc, on va perdre la traçabilité de qui est l'utilisateur final de la machine.
Si les machines ne sont pas télémaintenues par le fabricant, c'est d'autres personnes, ou si les points d'accès sont autres que par le fabricant. Et ça risque de poser problème, donc il faudrait arriver à pouvoir tenir une liste à jour des machines, où elles sont, et pour pouvoir faire la mise en conformité des machines qui seraient susceptibles d'être dangereuses dans le cadre d'une menace, tout ça. Pour avoir fait l'exercice quand j'étais chez un fabricant, quand vous avez des parcs machines et qu'il faut faire des rétrofits et que vous en avez worldwide, ça devient très très compliqué. Moi, j'avais à intervenir à faire des mises en conformité sur des machines qui dataient de 1995 et j'étais en 2015. Aller chercher, savoir si les machines étaient encore en service, tout ça. Donc on payait des gens pour pouvoir... avec des avocats pour aller chercher effectivement sur les territoires dans l'ensemble du monde pour voir si les machines étaient encore réellement en place, tout ça. Donc oui, ça peut avoir un impact, mais bon, après, il faut le gérer. Comme dès qu'on est fabricant, c'est un risque à intégrer, quoi. C'était le mot de la fin. Donc il reste encore beaucoup de questions autour de ce règlement machine. Beaucoup de réponses à attendre. On va suivre l'actualité. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je pense qu'on peut applaudir nos deux Superman Merci. du nouveau règlement machine. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de salon.